Bonjour, je vais essayer de faire court Bezat Hashem, je suis un petit peu enrhumé, même bien enrhumé. Mais je vais quand même pas louper ce rendez-vous hebdomadaire. Alors, on va essayer si la semaine dernière, on s'est attaché à parler de femmes importantes, femmes essentielles qui sont vectrices de Géoula, comme on avait vu. On avait fait un focus particulier sur la puissance de volonté de Batia, qui est une femme à la base non juive qui s'apprêtait à aller se convertir puisqu'elle allait dans le Nil justement pour faire son mikvé, le fameux mikvé de la guéroute, de la conversion. Et c'est là qu'elle décide, contre toute attente, de façon miraculeuse, de venir porter secours à un enfant hébreu. On sait que c'est un hébreu et on avait expliqué que le Midrash nous dit qu'il y a une sorte de... Il y a plein de documents ici. Ouais, il y a du rab. Un verre avec. Ah bien là ici. Donc elle a eu une sorte de main qui s'est déployée et c'est pas pour nous parler d'un truc complètement fantasmagorique, c'était pour nous expliquer que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on est au pied du mur et qu'on va jusqu'au bout de notre démarche, alors là Akadosh Baruch Hu s'associe à notre main et il décuple notre énergie. C'est la conjugaison des deux énergies, l'énergie humaine et l'énergie céleste, mais qui est déclenchée cette énergie céleste par le biais du réveil d'en bas. On appelle ça dans le langage de la Kabbalah Ituruta Itoruta Diltata Ituruta Dilmala. Le réveil d'en bas génère le réveil d'en haut. J'aurais pu ajouter la semaine dernière, mais je le fais là maintenant. La phrase dans les Pirkei Avot, Da Malemaala Mimcha. Tu dois savoir Malemaala, qui est au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi? Donc c'est une sorte d'injonction des Avot, des patriarches, qui viennent nous dire, dans la vie, il faut que tu aies quand même une conscience, a priori dans la lecture la plus simple, une conscience de la présence de Dieu. Tu ne vas pas dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, même si tu te trouves dans un endroit où personne ne te regarde, sache qu'il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de toi. Donc c'est une incitation à prendre conscience de la présence de Dieu. Mais les chassidim disent, on peut lire autrement le texte, Dam alemaala mimcha. Sache que ce qui va se passer là-haut dans les sphères célestes, Mimcha dépend de toi. Nous sommes les architectes de la conduite du monde, c'est la lecture très jolie, sophistiquée. Alors, une fois qu'on a laissé la gloire à ces mesdames, une gloire qui est une gloire pas visible, elles sont pas... C'est juste en changeant la ponctuation. Non, pas la ponctuation. Dam alema la Mimcha. Dam alema... Non, je mets juste une virgule. Dam alema la Mimcha. Mais il n'y a pas de virgule dans la vote. Donc tu fais ce que tu veux. C'est ça qui nous permet de... Alors on va parler maintenant du personnage principal qui lui rentre en scène, qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, avant même, donc ce qui m'intéresse, c'est qu'avant qu'il soit élu Mashiach, sauveteur du peuple juif, puisque c'est le premier des Mashiach, celui qui va sauver le clan d'Israël, en espérant la venue du prochain très rapidement. Amen. Et lui donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va se distinguer par 4 moments principaux. Nous, on connaît essentiellement la révélation, entre guillemets, du buisson ardent. C'est comme ça que Cécile B2000 a agencé son scénario pour les 10 commandements. Donc c'est le phénomène le plus excitant. Donc Moshe Rabbeinu a 80 ans et puis il y a quelque chose qui se passe. Et c'est Hachem qui le désigne. Mais il faut savoir quel est le CV de Moshe Rabbeinu qui justifie cette élection. Et on verra d'ailleurs qu'en fait, j'ai parlé de révélation, mais c'est un terme qui ne s'y est pas tout à fait à ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas une révélation. On verra en fait que la partie humaine est beaucoup plus grande que ce que on a entendu dans l'histoire en termes de révélation. C'est pertinemment en fait que la ligne de démarcation est extrêmement claire entre le judaïsme et les autres religions, même monothéistes, puisque nous, notre révélation s'est faite devant 3 millions de personnes, par opposition à Jésus qui tout seul aurait été visité par la grâce, et Mohammed qui lui aussi tout seul dans une crise d'épilepsie aurait aussi été visité par Allah. Donc on n'a absolument aucune preuve de ce qu'ils ont eu, et on va retrouver ça dans le narratif chrétien avec la révélation de Jeanne d'Arc. Ouais, encore une fois on n'y croit pas parce qu'en fait on est toujours devant des expériences toutes seules. À l'instar du fait que si vous avez un rabbin qui va vous dire voilà j'ai fait un rêve, j'étais dans le coma et j'ai rêvé que si ça et l'autre, ça aussi on le met à la poubelle pour nous, parce que tant qu'il n'y a pas 2 témoins qui viennent valider une chose,
Pour nous, c'est du bison. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis toujours quand vous recevez des SMS que tel grand kabbaliste a rêvé, que Baba Salé lui disait blablabla. Ouais, transmets-le à 12 personnes, sinon t'auras une mauvaise journée. Alors je vous dis, vous pouvez prendre le SMS et le mettre à la poubelle, s'il y a encore des poubelles dans les... Bon. Comment? Ah bon, ça je vais pas aller jusque là, mais en tout cas, les gens sont crédules, que veut dire. On va pas signer les gens crédules. Bon. En tout cas, mes amis, voilà 3 histoires qui vont... 4, mais en tout cas les 3 premières, qui vont être extrêmement significatives de ce qu'est Moshe Rabbeinu. Nous dit le texte. Vaïbayim Haem, Vaïgdal Moshe. Ce fut, en ces temps-là, Moïse grandit. Vayetse el Echav, il est sorti vers ses frères. Vayar Besivlotam, il a vu leur souffrance. Et qu'est-ce qu'il voit? Premier spectacle. Donc, Moshe sort du palais, il est dans un monde feutré, un monde magnifique, un monde sans, a priori, danger. Et en sortant du palais, qu'est-ce qu'il voit? Vayar Ish Mitri, donc il voit un Égyptien, Make Ish Ivri Me'echav. Il voit donc là, ici, un Égyptien, donc un terroriste qui veut tuer un Hébreu. Qu'est-ce que fait Moshe? Il fait le kovacho, il a regardé à droite et à gauche, ouais, d'un côté et de l'autre. Vayar ki en ish, il a vu qu'il n'y avait personne. Vayar et Mitzri, il va frapper l'Égyptien. Vaitmeneu bechol, il l'a camouflé dans le chol, dans le sable, dans la terre. Donc il gomme toutes les traces, ouais. Il n'y a pas encore de caméra dans la ville là-bas où il se trouvait. Et donc, tranquille, a priori, ça va passer crème. Sauf que regardez juste la suite. Va être la machine. Donc, le premier jour, scénario un Égyptien qui veut frapper un Juif, il tue l'Égyptien. Deuxième théâtre. Le deuxième jour, va être il sort ces 2 Hébreux, ouais, qui sont en train de se battre. La mère, la Racha, la Matakerecha. Il s'adresse au Racha, il a repéré dans les deux qu'il y avait un vilain. Pourquoi tu t'apprêtes à frapper ton ami? Réponse d'un des deux, Vayomer Misamcha le Ish. Qui t'a fait notre Seigneur, Sarve Chofet, ouais, homme, Seigneur et juge, allez-nous sur nous, allez Argenia ta Omer, voudrais-tu me tuer? Tu dis, alors je l'ai marqué, parce que peut-être que c'est marqué, c'est un peu bizarre, mais est-ce que tu t'apprêtes à me tuer? Ka'asher arakta et Mitzri, comme tu as tué l'Égyptien, donc hier. Le scoop a vite passé. Vayira Moshe, Vayomer Achen Noda Davar, il a eu hyper peur Moshe. Il dit, apparemment, fort est de constater que la chose est connue. Donc le scoop, ouais, est passé. Nous dit le texte, 3e épisode, où le Kohen Midian, chez Vabanot, il y avait un prêtre de Midian, donc c'est ni des Hébreux ni des Égyptiens, mais c'est une autre peuplade. Vatavona, Vatidlena, donc voilà que elles allaient et elles venaient puiser et emplir les auges, les gourdes, enfin pas les gourdes, vous avez compris, les outres. Vatemalena et reatim, et elles remplissaient donc ces outres en question, les hashkot, pour abreuver Tzon Aviem, le bétail de leur père. Vayavo Aroim, les pâtres survinrent, Vaigarshum, elles les personnes, donc les bergers sont venus, ils ont chassé ces femmes. Vayakom Moshe, Vayoshian. Moshe se lève et va contre tous ces bergers sauver ces personnes. Vaishak et Sonam, et c'est lui qui s'est occupé d'abreuver le bétail. Procède. La première, il s'interpose dans un conflit entre un terroriste et un juif. La deuxième, il s'interpose dans un conflit à l'intérieur de chez nous. Le troisième, à l'extérieur. Midian. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le texte et essayer de comprendre ce qui se passe ici avec l'apport des maîtres du Moyen-Âge qui vont nous permettre de déceler ici pas mal de choses. Première des choses. Dans le scénario, on a dit a priori qu'avant de frapper l'Égyptien, il a regardé ici et là pour voir s'il n'y avait pas de mouchard. Bon. Et qui plus est, il a camouflé les traces, puisqu'il a enseveli l'Égyptien. Maintenant, le lendemain même, il y a des personnes
il voit, il va s'interposer, puis au moment où il veut s'interposer, il y en a un qui dit quoi, t'as envie de nous tuer comme t'as tué hier l'Égyptien. Donc ça s'essuie immédiatement. Pourtant, même première question, Moshe Rabbeinu s'était protégé de voir à droite et à gauche, il n'y avait personne. Donc on a un problème ici au niveau de ce qui s'est passé. Deuxième chose, il avait enseveli. Alors il y a plusieurs réponses à cela, sont toutes les unes plus croustillantes que les autres. Et là, je commence par la première que j'ai beaucoup appréciée. J'ai appris, je crois l'année dernière, j'ai appris cette réponse, enfin cette remarque. On dit qu'il a enseveli le cadavre dans la terre. Mais apparemment, il a mal enseveli, puisqu'en fait, il devait rester une main, ou j'en sais rien, donc en tout cas, ça s'est su. Au niveau du sens le plus littéral possible. Et on sait par ailleurs que lorsque pardon, Hachem a enjoint Moshe Rabbeinu d'utiliser son bâton pour frapper les éléments naturels pour sécréter de façon pour sécréter pour provoquer, excusez-moi, les plaies. Alors on sait que par exemple la plaie où Hachem a dit de frapper le Nil, il n'a pas frappé. Pardon, le Nil, et pas que le Nil, et il n'a pas non plus frappé la terre pour faire pousser la vermine. Pourquoi? Alors, le Nil, parce qu'en fait, il a été protégé par le Nil, puisqu'il était dans le couffin, et le couffin, donc il a fait ce qu'il... Enfin, le couffin n'a pas sombré. Et la terre, parce que justement, il s'était servi de la terre pour ensevelir l'Égyptien. Merci beaucoup, Kazak. Et il n'a pas... et donc, il avait une certaine forme d'akaratatov. Une sorte de reconnaissance du bien qu'il a reçu, et du Nil, quand il était dans un couffin, et de la terre qui a quelque part coopéré avec lui. Et donc, il ne veut pas entretenir avec ces éléments qui sont des éléments domaines, ça veut dire des éléments qui ne bougent pas, c'est pas des êtres humains, il ne veut pas entretenir avec eux un rapport d'ingratitude. Et là, le Rav Friedlander fait une remarque magnifique. Il dit d'abord, c'est intéressant, ça veut dire que il ne veut pas de l'ingratitude par rapport au Nil, mais le Nil en fait, il n'a pas fait un effort spécial pour Moshe. C'est-à-dire que le Nil, normalement, il est soumis à ce qu'on appelle les lois de la poussée d'Archimède. Donc si vous mettez un bout de bois sur le Nil, a priori, il ne va pas se renverser. Il va flotter. Un bateau, sauf s'il y a un tsunami, mais je dis que... Donc en fait, ce qu'a fait le Nil, c'est son job. Enfin, c'est sa nature, quoi. Et là, tu vois que Moshe Rabbeinu entretient avec ça un rapport de remerciement. Deux secondes. Première chose. Ce qui veut dire que le concept de Hakaratatov n'est pas lorsqu'on ressent quelque chose de génial que l'autre me donne, mais même lorsque l'autre fait son job. Je le dis toujours dans les cours de Shalom Bayit, ouais, on ne remercie pas que lorsqu'on reçoit la dernière Tesla décapotable ou le super voyage fantastique. On remercie dans les choses les plus triviales. Pour la 153e millième DAF qui a été faite à l'identique depuis tellement d'années, où tu dis, mais c'est normal, ça va fonctionner. Ouais. Pour les courses qui ont été réalisées dans un temps record en 1 heure, le Kacher et le Auchan. Ouais, Auchan, je sais pas s'il y a des Auchan ici, mais peu importe. Ouais. Alors en 1 heure, c'est incroyable, ces maris, ils sont très très forts, ils sont hyper rapides. Bon, c'est jamais exhaustif. Mais au moins, on doit mettre en place une notion de remerciement profond. À l'instar de Moshe Rabbeinu, qui sur les choses les plus simples et plus normales, dit merci. Et le Rav Friedlander rajoute que apparemment, si la chose s'est sue juste après, c'est que la terre n'a pas bien fait son job. Ouais. Elle a mal enseveli. Et malgré cela, Moshe Rabbeinu entretient avec la terre une relation de reconnaissance ultime. Donc je dis que même lorsque le job il est mal fait, c'est pour ça que j'ai donné en clin d'œil les courses faites rapidement, mais il manque toujours quelque chose. Les tomates, elles sont jamais comme on voulait, ouais. Être capable de remercier de façon profonde, ça c'est un premier enseignement qu'on apprend. Je dépasse le sens littéral, on va aller un peu plus profond maintenant. Il y a une marque-requête que je vous ai amenée ici. Marque-requête, c'est une divergence d'opinion entre les maîtres du Moyen-Âge. Pour savoir, quand on reprend le verset numéro 11, il a grandi, Moshe, donc c'est un ado maintenant, il a 20 ans. Vaya Bessiwatab, il a vu les souffrances. Ouais. Alors, pardon. Vaïgdal Moshe, il a grandi. Vayetzel Echav. Il est sorti vers ses frères. C'est qui ses frères? Les Hébreux. Les Hébreux? J'ai toujours cru comme ça moi aussi. Bah oui, c'est ses frères. Ah oui. Sauf que, ça c'est le Ramban qui pense comme ça. Mais le Ibn Ezra,
des plus grands commentateurs du Tanakh, il pense inverse. Il dit non, ses frères, c'est les Égyptiens. Pourquoi? Mais parce que lui, dans sa vie, à part quelques, peut-être 2-3 ans, allaité par sa mère, et quand bien même il vivait chez sa mère adoptive, Batia. Maintenant, Moshe Rabbeinu, Moshe c'est un nom, Goy. C'est comme Christian ou Patrick ou j'en sais rien, ouais. Bah oui, c'est pas un truc de chez nous. Moshe c'est Batia qui Minamai Meshiteu. Mais il a d'autres noms lui, il s'appelle Yekutiel. C'est pas, son papa sa maman l'a jamais appelé Moshe. Il a dit non, on a dit la semaine dernière, il a dit non. Yered, il a fait descendre la Shrina, donc il a des noms beaucoup plus nobles qu'un nom entre guillemets pathos comme on dirait aujourd'hui, c'est un truc de fou. Donc il a un nom qui est pas juif, pas hébreu en tout cas, il vit dans un monde qui n'a aucun rapport avec le monde de sa famille d'origine, mais lui, sa vraie famille, c'est sa famille d'adoption. Maintenant qu'il a 20 ans, vous pensez bien qu'il est totalement assimilé au monde totalement égyptien. Donc lui, le Ibn Ezra, il te dit, mais pas du tout. Vayetzel Echav, il est sorti vers ses frères, les Égyptiens. Et là maintenant, attends 2 secondes. Vayar Besivlotam, et il voit les souffrances. Vayar Ishmitri, il voit donc un Ishmitri, Make Ish Ivri Me'echav, un hébreu de par ses frères. Alors qui est frère? Réponse du Ibn Ezra, non. Me'echav, ça veut dire des personnes dont il se sent une proximité. Comme si on dirait, Franck, on est comme 2 frères tous les deux. Mais on n'est pas la même mère du tout, ni le même père. Mais on est comme des frères. Ça veut dire qu'en fait, il est profondément égyptien, mais il sent qu'il a des accointances avec... Il y a des gens qui dit comme ça, qui a Rimanachnu, ouais. Par exemple, quand Yaakov, il parle avec Lavan, il dit qui a Rimanachnu, on est des frères. Ouais, c'est pas des frères, c'est une façon de parler. Donc c'est au sens figuré. Donc ça veut dire que le Ibn Ezra prétend que sa maman Batia ne lui a jamais raconté la vérité. Donc c'est un bonhomme qui débarque et qui ne connaît pas encore sa vraie origine. Mais son essence, Moshe Rabbeinu, c'est une personne qui est avant tout égyptienne. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, lorsqu'il aura son premier fils, il fait même pas la Brit Mila. C'est horrible, hein. Et il faudra qu'il y ait un danger avec le serpent, toute l'histoire et tout ça, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. C'est compréhension ou bien? En fait, ça ne pas. Parce que quand il est devant un peu et Hachem, c'est. Après. Il dit non, c'est avant le Pina. Donc il a demandé si son frère, Hachem, il dit ton frère Aaron, il va venir pour appuyer. Donc ils connaissent que Aaron, c'est son frère. Ok, il y a plusieurs commentateurs. Ok, d'accord. Pour la bridge. Mais ce qui m'intéresse là maintenant pour l'instant, c'est qu'il a une attitude totalement d'égyptien. Et il voit cet Égyptien frapper une personne, un hébreu, dont il se sent en connivence, mais pas forcément de la même famille. Sa famille, c'est le monde de l'Égypte. Ça, c'est le sens du Ibn Ezra. Donc, d'après l'Ibn Ezra, sa maman lui a tout caché. D'après le Ramban, sa maman lui a rien caché. Depuis le début, sa maman adoptive, je parle, Batia, elle dit non, en fait, t'es un hébreu, mais je t'ai. C'est ça le point de divergence. Ok, à partir de là, mes amis, on arrive à un message extrêmement important, extrêmement fondamental. Au bout du compte, d'après le Ibn Ezra, Moshe va tuer son frère, un Mitri. C'est-à-dire qu'il est capable de mettre en place une trahison de loyauté. La logique aurait dû être qu'il reste fidèle quelque part à sa caste, à son club, à son ethnie, et il décide, au nom d'une morale, au nom d'une vérité, au nom d'un sens de l'authenticité, d'aller à rebours, d'après le Ibn Ezra, de, comment dire, son essence. Le deuxième scénario où ce sont 2 juifs qui se rencontrent. Est-ce qu'il savait, finalement, parce que vu qu'il a été enlevé, je ne sais plus, est-ce qu'il savait qu'il était juif? Ma requête. Le Ibn Ezra dit non, il ne sait pas. Mais il a agi exactement comme Batia, qui est allé contre. Oui, mais comme Batia, c'est une Goya. Ouais, tout à fait. Comme Batia, une Goya. Il agit en tant qu'Égyptien. C'est une sorte de Jean Moulin, si vous voulez. Bah oui, c'est un résistant. Il voit un juif qui se fait frapper de façon injuste par un Français, et il fait de la résistance. C'est tout. Donc c'est encore une fois
exactement comme Batia. Batia a tout à perdre en sauvant un juif. Ouais. Donc ça c'est maintenant deuxième scénario. Il y a deux juifs qui sont en train de se battre. Et là, alors il décide de s'intervenir pour essayer de les stopper. Et ça va sur rachat, donc il y a un rachat parmi eux. Alors, on va prendre après le Ramban maintenant. Je fais exprès de jongler pour vous montrer un petit peu les scénarios, à quel point ils sont intéressants. D'après le Ramban, par exemple, ouais, le verset celui qu'on a toujours lu, ça veut dire, lui il est juif, il voit un juif qui s'est frappé, il résiste. Ouais, on est solidaire contre les terroristes. Le 7 octobre a créé, qu'on le veuille ou pas, un ciment parmi tout le peuple juif, dans sa totalité. Enfin, c'est-à-dire, a priori, tout le monde s'est ligué contre le Hamas. On a vu comme ça des mouvements extraordinaires dans toutes les couches, dans toutes les migzarim, c'est-à-dire dans tous les compartiments de la société israélienne qui ont fait union sacrée. Alors après il y a eu des petites fissures, mais en tout cas, il y a une union sacrée, ça veut dire, c'est le thème de Jean-Paul Sartre qui dit que finalement l'antisémitisme crée le juif. Ouais. C'est qu'on est solidaire. La question est la suivante. T'es prêt à être solidaire quand il y a un problème où le goy vient agresser, le terroriste vient agresser le juif. Et on a tous cette fibre à l'intérieur de nous. La question, lorsqu'il y a des problèmes à l'intérieur de la communauté, qu'est-ce que tu fais? T'es capable de te lever ou bien tu préfères? Non, on va enterrer les choses, on va... Changer de synagogue. Éventuellement, mais c'est-à-dire, on lâche pas, on va pas laver le linge sale en famille. Ouais. Et est-ce que t'es prêt aussi à intervenir lorsqu'il y a un truc au Bangladesh? Parce que le Bangladesh, c'est pas ma vie, ouais. C'est ça en fait que montre ici Moshe. Moshe tout le long est capable de dire, j'ai une famille d'origine, j'ai une famille adoptive ou pas, peu importe, Ibn Ezra, Ramban, peu importe, mais moi ce qui m'intéresse, c'est d'être quelqu'un qui va suivre une morale qui n'est pas une morale à géométrie variable. Et c'est une notion extrêmement complexe qui fait que Moshe est capable de ne pas être enfermé dans un groupe d'appartenance. Et on sait à quel point la notion de groupe d'appartenance a des impacts colossaux. D'abord, d'entrée de jeu, vous savez très bien que dans les besoins naturels d'une personne, donc c'est le fameux Maslow, Abraham Maslow, encore un de chez nous, qui a construit cette fameuse pyramide de Maslow qui explique que une personne a des besoins qui fonctionnent en pyramide. Le socle de la pyramide, l'essentiel dans la vie, c'est déjà gérer tout ce qui est du domaine physiologique. Ouais. C'est pas la peine de parler de crise existentielle d'une personne qui n'a pas de quoi manger. Il ne peut pas faire de la philo, quoi. Il ne peut pas réfléchir au sens de la vie, à la morale. Donc s'il n'a pas de quoi manger, c'est complexe. Donc déjà, on gère manger, dormir. Deuxième besoin, le besoin physiologique. Deuxième besoin, le besoin de sécurité. Troisième besoin, le besoin d'appartenance. Le besoin de sentir qu'on appartient à un groupe. C'est fondamental. Quatrième besoin, besoin émotionnel. Cinquième besoin, un concept de soi fort et une réalisation de soi, qui sont le haut de la pyramide. Voilà. Donc on commence par la dimension physiologique, et ensuite on gravit. Un des grands maîtres de la chassidut disait en fait que quand tu t'occupes de juifs, ton obsession ne doit pas être leur spiritualité, mais doit être leur matérialité. C'est la matérialité de l'autre, c'est ta spiritualité à toi. T'as son souci, ouais. D'où tout ce que vous voyez dans les champions du Kirouv, qui sont les Chabad, leur faculté de systématiquement faire des frimbrigas, ils sont très axés sur le rapport à la nature, mais c'est pas pour rien. Ça procède d'une idée très intéressante. Bon. Donc je dis que oui, on a besoin de sentir qu'on appartient. Déjà, la première société, c'est notre première famille. Ouais, la famille dans laquelle on vit, mais après, tu as besoin d'être dans un club. Mais le danger d'être dans un club, c'est qu'ensuite alors tu reçois beaucoup du club. On est des personnes, on s'est mis dans ce club, on s'est mis dans cette religion, dans cette ethnie, on est tous solidaires là-dedans. Et le danger, c'est de se laisser emporter à une vision dogmatique de la vie. Parce que c'est comme ça chez nous. Alors, je dis c'est d'autant plus important de montrer que Moshe Rabbeinu, dans sa faculté à ne pas se laisser emporter dans ce groupe d'appartenance, quel qu'il soit, égyptien, hébreu, peu importe, il est en train de montrer qu'il est un homme qui, avant tout, a une sensibilité à la douleur de l'autre, peu importe d'où il vient. Sans aucune espèce de frontière. Vous voyez à quel point c'est quelque chose de très présent aujourd'hui. On accuse
tous les mouvements de gauche, tous les mouvements féministes, de ne pas s'insurger par rapport à ce qui se passe actuellement en Iran, ils ont quoi? Ils ont une fidélité par rapport à leur mouvement. Et rares sont les personnes qui arrivent à s'extraire et à garder une boussole morale. Dans le monde du showbiz, finalement, t'as que Arthur qui a réussi à lever la tête, à décider de dire non, c'est pas normal ce qui se passe. Tous les autres, mais qu'est-ce que je vais gagner, mais pourquoi, mais qu'est-ce que je vais commencer à montrer? Gad Elmaleh, il est hyper... il faut rien, quoi. Il faut rien depuis 7 octobre. Bon, on l'a pas vu broncher. Il a une audience incroyable, je suis pas en train de l'accuser, mais je suis en train de juste te dire qu'il est mu par cette idée que dans le monde du showbiz, c'est mal vu. On est de gauche dans le monde du showbiz, ouais. Et donc, du coup, je peux pas me démarquer. Mais qui aura le courage de dire non, mais je me démarque, là, ça va trop loin. Je suis d'accord, je partage pas mal de choses. Je ne veux pas me laisser embarquer. Vous vous rappelez parfaitement cette expérience extrêmement importante au niveau de la psychologie, la fameuse expérience de Milgram. Ouais, vous vous rappelez, donc c'est une expérience qui est d'ailleurs mise en film dans un film que j'avais vu avec Yves Montand qui s'appelle Icomika. Bon, ça c'est pour les grabataires comme moi, il n'y a que eux qui peuvent comprendre. Ouais, faut que tu sois là, non? Icomika. Ah oui, il y a l'expérience de Milgram, donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on donne une consigne à une personne de poser des questions à une personne qui est sur une chaise électrique, et dès qu'il se trompe dans la réponse, on augmente l'électricité. En fait, la personne qui est sur la chaise joue le jeu, c'est un acteur. Et on donne une consigne à une personne, donc tu mets la dose. Et on voit jusqu'à combien les personnes sont capables d'obéir à la consigne. Vous voulez comprendre ce qui s'est passé dans le système nazi? Ouais, j'obéis aux ordres. Alors, comment ça fonctionne ça au niveau psychologique? Jusqu'à où tu vas? Et en fait, c'est atroce, c'est-à-dire qu'on voit à quel point l'homme a une tendance naturelle à être dans l'obéissance. Et rares sont les personnes qui disent, mais même pas en rêve. Parce qu'il donne... Alors, leur expliquer, en fait, c'est une personne qui était condamnée à mort de toutes les façons, donc c'est pas si grave que ça. Mais comment tu peux faire souffrir? C'est atroce. Donc il y a eu plein de reprises, c'est interdit de le faire maintenant aujourd'hui, cette expérience. En tout cas, elle a servi, elle a été mise en place, qui permet de comprendre quelle est la loyauté qu'on a par rapport à notre groupe d'appartenance. Mais en fait, c'est ça, en fait, que Moshe met ici en exergue. Je dis ça parce que c'est d'autant plus important aujourd'hui, on est quand même dans un sacré flou artistique. Vous savez que dans le monde de la société israélienne, il y a plein de compartiments. Vous avez les ultra-orthodoxes, vous avez les chassidim, vous avez les religieux sionistes, vous avez les religieux vous avez les gauches, la droite, vous avez des compartiments de partout. Compartiments de partout. Et on se rend compte, je ne rentre pas dans le débat, l'armée, pas l'armée, peu importe, mais je dis qu'il y a des choses qui doivent faire hurler n'importe quelle personne. Moi qui viens d'un monde, j'ai passé 13 ans de ma vie à Bnei-Brak, donc je viens vraiment d'un monde ultra-orthodoxe, je vois des réactions de grands rachis chivotes aujourd'hui qui me font hurler. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se démarquer, je pense clairement. Ouais, je pense qu'il faut avoir... Alors c'est pas évident parce que on risque, évidemment on risque. Mais je pense qu'il y a un devoir de garder... Non, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ouais. Des manifestations, un enfant qui est tué et tout ça, et dire je préfère ça plutôt que... Il y a quelque chose qui défie, on rentre presque dans le monde de la Avodah Zarah là-dedans. Il y a quelque chose qui est complètement fou. C'est l'image que nous donnait Abraham, il a lutté contre les gens qui sacrifiaient leurs enfants. Ouais, donc là, il y a quelque chose qui dérape totalement. Et on ne peut pas rester de marbre, faire comme si de rien n'était. Ouais, donc encore une fois, je suis l'ambassadeur de personne, mais je dis qu'on est tôt ou tard dans la vie censé garder, comment dire, le cap. Garder le cap, ouais, pardon? Il n'y a pas de bon rabbin. Et ils ont tous peur de se faire flinguer, je sais. Les personnes qui parlent aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'il n'y a eu aucune voix. Mais il n'y a personne qui s'appelle Moshe. Ouais. Mais Moshe aurait été là, il se serait levé, il aurait dit c'est un scandale. Je vous le dis. Je sais pas si vous aucun grand rabbinim qui s'est levé. C'est quoi? Mais je suis pas sûr. Bon, ben voilà. On te racontera. Ça veut dire non, il y a une doxa. Qu'on le veuille ou pas, il y a une doxa, et voilà, et tu te tais. Mais tu te tais, mais j'ai le droit de réfléchir. Non, tu réfléchis pas là-dessus parce que... Mais c'est faux. On a reçu une Torah dans laquelle n'importe quelle page de Talmud est une incitation à tout remettre en question. Rava il a dit ça, je suis pas d'accord, je comprends pas, Abaye peut-être, on passe notre vie à avoir un esprit critique ultra affiné, mais dès que tu arrives à des choses essentielles, non là, boum, on est dans une pensée dogmatique. Non, je dis, c'est extrêmement important d'être vigilant par rapport à ça. Et partout qu'on soit, ce même type de problème. Vous avez énormément aujourd'hui de scandales qui éclatent dans les institutions très orthodoxes qui ont camouflé tous les problèmes d'attouchement et tout ça. Il y a d'autres choses en vrai. Ouais. Des tonnes, ouais. On reçoit au cabinet des fois des personnes, des familles ultra-orthodoxes, il y a eu des problèmes d'attouchement.
Et là aussi, c'est très souvent le non, vaut mieux taire, faut pas truc, faut pas si. Bah, au Hachem, il y a des rabbinim qui prennent la parole. Rav Brand, par exemple, il dit non, on va tout de suite à la police. On va immédiatement à la police. Il n'y a pas de protection, si vous voulez, de cette idée de non. On va à la police, point barre. Lorsqu'on touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'atteinte, alors on va à la police, point barre. Et un problème financier, alors on peut aller voir les rabbinim, évidemment. Mais tu es dans un problème de démolition d'une personne, il y a une police en France, c'est tout, c'est pour ça, ouais. Donc encore une fois, je dis que il faut systématiquement cultiver cette faculté de garder une boussole. Et c'est ça en fait qui met en place. On se rend pas compte la puissance de Moshe. Ouais. Maintenant, regardez un petit peu encore plus dans la dimension subtile. Ouais. La dimension subtile du débat dans lequel se trouve Moshe Rabbeinu. On a dit que avant de frapper les il a regardé à droite et à gauche, Kovacho, ils disent de côté et de l'autre, a priori pour voir s'il n'y a personne. Or on voit que ça n'a pas marché, soit parce que la terre n'a pas joué, soit parce qu'en fait, quand il a regardé Vaya ki en ish, il a vu qu'il n'y avait pas une personne. Il n'y avait pas une personne, ouais. Il n'y avait personne. Mais oui, il y a une personne, parce que le lendemain on sait, normalement ce type de choses, ouais, le candidaton vient, mais du temps avant de venir. Le lendemain on sait, c'est-à-dire qu'il y avait du monde. Il a fait ça devant tout le monde. Ah ouais? Il a fait ça devant tout le monde. Alors maintenant regardez comment c'est intéressant. Quand il dit il a regardé à droite et à gauche, ça veut dire il a regardé à l'intérieur de lui. Je suis égyptien ou je suis hébreu? Je sais pas où j'habite. C'est une introspection. C'est une introspection. C'est vraiment poser la question. Et il a vu qu'en fait, il n'y a pas un homme qui est capable de sauver une femme qui se fait violer dans le métro. C'est pas possible, il n'y a pas un. Il n'y a pas un ish, il n'y a pas un seul ish. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bah il rentre dedans. Ok, il va tout perdre. Il va devenir wanted. Il aurait jamais dû faire ça. Mais il dit, oui, je peux pas laisser ça. Et donc je peux pas non plus laisser deux Hébreux, il y en a un qui est en train de frapper l'autre. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à vivre dans un monde qui est amoral. Et il n'y a aucun diktat pseudo-religieux qui peut m'empêcher de suivre une morale. C'est tout. C'est ce que dit Moshe. Ça, c'est la puissance de Moshe. C'est un mensch en fait. C'est un mensch. Ish, mais Ish, ça s'appelle un mensch. Ouais. Il a vu qu'il n'y a pas d'homme. Ça, c'est comme ça que s'explique Rabbi Jacobson. Maintenant, regardez comment c'est magnifique la suite des versets. Ouais. Vayomer mi samcha leish sar veshofet. D'ailleurs, regardez ce qu'ils disent. Vayomer, donc quand il s'apprête à intervenir entre les deux juifs, il dit mi samcha leish. Qui t'a fait de toi un homme, un mensch, qui devient prince et chauffette et juge? Qui t'a permis de t'ériger comme ça? Aléargeni ata omer. Est-ce que c'est pour nous tuer que tu parles? Alors Rachid là-dessus sur place, ouais, il répond à une question. On ne s'est pas posé la question parce qu'en fait on n'est pas en mode série télévisée Netflix, ouais. Mais la question qui se pose c'est comment il a tué l'Égyptien? Il a fait une prise de Krav Maga, c'est quoi le truc? C'est quoi le secret de... Comment? Alors, toutes les personnes qui ont été biberonnées par Rachid Baruch Hashem vont dire, bah, ils disent, regardez, c'est marqué en bleu là, Mikan anulamdim she'argo beshem amefurash. Apparemment, Moshe connaissait, donc ça va pas être comme le Ibn Ezra, le nom ineffable, ouais, d'Akadosh Baruch Hu qui permet de faire des miracles. Il y a un nom miraculeux, ouais, bon. Donc, beshem amefurash. Et d'où il sait sa Rachid? Parce que quand ils disent allez argeni ata omer, c'est pour me tuer, ata omer tu parles. Donc il a compris, il fait référence au fait que c'est par le biais de la parole qui tue. Donc Moshe Rabbeinu il prononce un nom, une sorte de kiai là comme dans le monde des karatés, et boum il tue la personne. Ouais. Ils ont dit d'ailleurs c'est intéressant pour Maduro, qu'il serait débarqué avec des systèmes de son hypersoniques là comme ça, pour paralyser toute la garde. Ouais, donc voilà, vous imaginez le kiai, ouais, bon c'est pas Shem Amefurash. C'est Shem à Trump. Ouais, ok, maintenant, Rashi a fait une sélection parce que le Midrash propose 3 choses pour expliquer comment il aurait tué l'Égyptien. Le premier, dit le Midrash, c'est Egrof, le poing. Bah, c'est Mike Tyson, tranquille, un bon uppercut, on en a fini. Le deuxième, c'est avec un râteau. Et le troisième, c'est avec le nom de Dieu. Marloquette. Comment il a tué? 3 choses. Alors, un truc extraordinaire. Ça c'est le Midrash. Que veut dire le Midrash? Vous pensez bien qu'a priori on s'en fiche totalement
comment est mort l'Égyptien. Ce qui intéresse, peu importe l'arme, ouais. Un calibre 25, un calibre 50, ouais, peu importe. Non, le Midrash veut dire la chose suivante. On est dans l'archétype d'un combat entre un terroriste et un juif. Quelle est la façon de s'en sortir? En fait, il y a 3 canaux. Il y a 3 canaux. Le premier des canaux, c'est le Egrof. Ouais. Par rapport aux terroristes, il faut un gros coup de poing, c'est-à-dire Tsahal. Il n'y a pas le choix. Tu es obligé de te battre. C'est ce qu'on fait pas mal. Quelques rabbinim dans le ghetto de Varsovie, notamment le grand rav Menachem Zamba, ouais, qui était un gaon, un géant de la Torah incroyable, et qui dans le ghetto de Varsovie s'est mis à construire des fusils et de la poudre et tout ça. Donc ils se sont dit maintenant, et arrive un moment où c'est plus la voix de la Torah qui peut contrer. On est obligé de se battre. Ouais. Donc il y a une notion qui s'appelle t'es obligé de rentrer, de mettre les mains dans le cambouis. Deuxième possibilité, le râteau. C'est quoi le râteau? Tu ratisses, ça veut dire en fait, tu mets en place tout un système de, pas que la diplomatie, tu vas pénétrer tout le monde du lobbying. Avec le râteau, tu grattes. En fait, tu vas essayer de tirer sur toutes les ficelles possibles pour pouvoir gérer le problème de l'agression des non-juifs par rapport aux juifs. Donc tu vas essayer de faire du lobbying, tu vas essayer de faire du business, tu vas essayer... C'est-à-dire que tu vas pénétrer le monde, tous les mondes, toutes les couches. Tu vas faire de l'entrisme, si tu veux, pour essayer de pouvoir te protéger par rapport à toute forme d'agression. Ça, c'est la symbolique du râteau. Et le Shem HaMefourash, tu ratisses exactement. Tu vas faire feu de tout bois. Ça, c'est la technique qu'on utilise pour gérer notre rapport aux terroristes. Et troisième possibilité, Kol HaTorah, évidemment, les prières, le Limoud HaTorah, qui est aussi un dôme de fer colossal. Mais ce sont les 3 que Moshe Rabbeinu aurait pu utiliser. Et lorsque le texte, regardez comment c'est magnifique au niveau de la lecture chassidique de la chose, nous dit le texte, regardez bien dans le mot, je vais marquer en jaune, Vaïtmeneu Bechol, il a pris l'Égyptien, Vaïtmeneu Bechol, il l'a enseveli dans le sable. Et en fait, si on parle du principe qu'il y a eu 3 techniques qui ont été utilisées par Moshe, le point, alors c'est soit, mais peu importe. Il y a l'idée du point, il y a l'idée du recto et l'idée du Shem HaMefourash. Alors, il a le rabbi de Rougine dit comme ça, il l'a enseveli dans le Chol, ça veut dire que fondamentalement, c'est ça que veut dire Rashi, il n'y a que du Shem HaMefourash, il n'y a que la dimension thoraïque. Mais cette dimension thoraïque, elle s'exprime, elle est camouflée par quelque chose qui a l'air Chol. On te fait croire que Tzahal c'est Chol, alors qu'en fait, il y a quelque chose d'éminemment Kodesh. On te fait croire que toute la diplomatie, que tout le lobbying, c'est le monde du Chol, mais en fait, il n'y a rien de Chol dans la Torah, tout est Kodesh. Vaïtmeneu Bechol, il est camouflé par une devanture de Chol, mais ceci participe à ce qui s'appelle la défense du Klal Israël. Tout ça, c'est Shem HaMefourash. C'est un nom qui est expliqué. En fait, c'est un nom qui s'étend, ouais, mais qui se split, comment on dit? Qui se subdivise exactement dans 3 axes. Et ce sont ces 3 axes qui permettent de pouvoir lutter, comme ça dit le rabbi de Rougine, contre le phénomène d'un goy qui veut tuer un juif. Ça, c'était par rapport à... C'est le jeu de mots avec le Chol, qui est le sable et qui est aussi bien sûr. C'est pas Kodesh. Mais c'est pas Kodesh. exactement. Chol, pourquoi? Parce que le Chol, il n'y a rien de plus matériel. C'est pas très élaboré. Ouais. Un sable, c'est la chose la plus basique, plus grossière, exactement. Donc on appelle ça le Chol. C'est le sable, exactement. C'est tu vois, une tulipe. L'opposition au Kodesh, Ouais. vient du mot sable, c'est lié. Mais évidemment. De la même façon que Hamor, l'âne, et Chomer, la matière par opposition au roi, le vent. C'est quoi Hamor? Parce qu'en fait, Bémet, l'animal le plus brut de décoffrage, c'est un âne. C'est une bête de somme. Ouais, je voyais pas des gens qui vont élever des ânes, c'est juste pour travailler. Par contre, on élève des juments, des chevaux, c'est pas raffiné. Donc c'est la chose le plus Homer qui existe, le plus trivial qui existe, ouais. C'est pour ça, tout ça c'est lié, évidemment. Donc en fait, Chol et Kodesh, c'est une blague, il n'y a pas Chol et Kodesh, tout est Kodesh. Ouais, tout est Kodesh, ouais. Donc là, c'est ce que disent les maîtres. Alors maintenant, je continue dans le point. D'ailleurs, par rapport à cette notion de Mixarim, j'amène toujours cette Gemara qui est extrêmement importante. La Gemara, donc, elle dit... Oh, il est où mon portable? Ah, il est là. La Gemara se pose la question,
les Mashiach Maïshemo. La Gemara dans Sanhedrin, page 98b. Elle demande le Mashiach, comment il s'appelle? Le Mashiach, la Gemara répond à la question. Hein. Vous êtes surprise? Regardez. Amrou Rabbanan Mashemo Shel Mashiach. Comment il s'appelle le Mashiach? Alors, première réponse, il y a 4 réponses. Shilo Shemo. Shilo. Shila. Sheneemar Ad Kiyavo Shilo. On dit ça qui pour, jusqu'à ce que. Une autre personne, Yinon Shemo. Yinon. Il y a plein de Tunisiens qui s'appellent Yinon. Vous avez vu ou pas? Plein de Djerbiens qui s'appellent Yinon. Ouais, vous avez remarqué ou pas? Alors c'est Mashiach. Sheneemar Yehi Shemo Leolam Lifne Shemesh Yinon Shemo. Ouais. Maintenant, troisième, Hanina Shemo. Il s'appelle Hanina. Sheneemar Asherlo Hanani. Et enfin, dernier avis, Menachem. Ben Chizkiyahu Shemo. Ben Chizkiyahu. Ouais. Qui est rarement bon. Donc on a 4 identités. On a Shilo. Alors je vais reprendre un envers. On a Menachem. On a Shilo. On a Hanania. On a Yinon. On a Hanania. Les maîtres font une remarque magnifique. Quand tu prends les initiales de chacun, ça fait même pour Menachem. Shin pour Shilo. Yud pour Yinon. Et Chet pour Hanania. Ça fait Mashiach. Oh! C'est beau ou pas? Excellent. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, vous remarquez que chaque école prétend en fait que c'est Shilo, c'est-à-dire c'est les élèves de la maison de Shilo, donc le Beth Midrash de Shilo qui disait c'est Shilo Shemo. Et les élèves de la maison de Rabbi Hanina qui disaient c'est Hanina Shemo. Et les élèves, donc chacun en fait, il prêchait pour sa paroisse. Ce qui veut dire que fondamentalement il n'y a pas un Mashiach, mais c'est une notion de micro-messianisme. Le Rav qui arrive, qui te permet de pouvoir grandir, tu sens que tu grandis, tu t'affines au niveau spirituel, c'est ton Mashiach. Donc quand viendra le Mashiach, qui sera le vrai Mashiach, c'est lorsqu'on sera capable de comprendre que mon Mashiach n'est pas forcément le même que le tien. C'est que Hanina va être capable d'accepter Shilo et Yinon. Ça c'est Mashiach. Le Mashiach c'est lorsque tu seras capable de sortir, pardon. Mais c'est quoi, d'accord? C'est justement être capable de comprendre que l'individu est complexe et qu'il a besoin de plusieurs canaux possibles pour pouvoir avancer. Donc le Mashiach, ce sera cette entité qui permettra justement, lorsqu'on a une acceptance. D'ailleurs, c'est intéressant, dans la fin de Gemara de Ta'anit, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il va réunir tous les tzadikim des générations, il va faire un machol, une danse. Une danse en mode machol, ça veut dire une aura, merci, exactement, une aura, ouais. Macholot. Maintenant, il met tous les tzadikim. Alors, c'est intéressant, dans un machol, en fait, c'est comme un cercle, et le point central, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout le monde danse autour d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui est intéressant, comme toutes les propriétés d'un cercle, c'est que chacun est à équidistance du point. Ouais, c'est le principe du rayon. Ça veut dire que, quel que soit le tzadik, ils sont tous main dans la main. Ouais, main dans la main. Et ils sont tous à la même distance d'Hachem. Il n'y a pas un chassid qui est plus que l'autre. Chacun à la même distance. Et machol en hébreu, c'est une danse. Et pour pouvoir vraiment danser, ouais, et donc là en général ça dépend, allez voir dans les mariages si ça se respecte ou pas. Mais en fait il faut que tu sois capable de danser en rythme. Sinon tu passes ta vie à écraser ouais, le truc du copain. Ouais. Donc il y a un certain... Ça veut dire qu'en fait c'est le machol qui veut dire la ronde c'est la ronde, ouais, vient de mechila. Qui veut dire pardon, ça veut dire qu'il faut que je sois capable d'être au rythme de l'autre. Vous comprenez ou pas? Ça c'est le truc. Mais ça l'idée c'est qu'en fait on cherche un système de ciment dans lequel chaque individu reste lui-même, mais il n'est pas noyé par la masse, il garde son identité, mais il s'intègre dans quelque chose qui s'appelle la Machol B'Hashem. Maintenant, dernière chose que je voulais voir avec vous, ouais, c'est le moment de la fameuse révélation. C'est assez incroyable, c'est dévoilé par le Rav Forman. Nous dit le texte, or Moïse faisait paître les brebis de Yitro, son beau-père, près de Midian. Il avait conduit le bétail au fond du désert et il était parvenu à la montagne divine au mont Horeb. Un ange du Seigneur lui apparut dans un jet de flamme au milieu d'un buisson. Il remarqua que le buisson était en feu et cependant ne se consumait point. Donc il a vu ce fameux phénomène paranormal. À ce moment-là, Moïse se dit, je veux m'approcher, je veux examiner ce grand phénomène, pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il s'approchait pour regarder, alors Dieu l'appela du sein du buisson disant, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Ça veut dire, vous comprenez bien que ce n'est qu'à partir du moment où Moshe Rabbeinu veut s'approcher du phénomène paranormal que Hachem l'appelle. Il n'a pas appelé d'entrée de jeu.
pas qu'il marchait tranquillement Moshe comme ça, détente, puis d'un coup, hé Moïse, comme dans CCB 2000, ouais. Moïse, il arrive, il est surpris par ça. Non, il est intrigué par un phénomène, et comme Hachem voit qu'il est intrigué par un phénomène, alors il dit, ok, alors Moïse, je t'ai choisi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que ça dévoile, ça révèle chez Moshe qui mérite qu'Hachem s'intéresse tellement à lui? L'élément de réponse est le suivant. Rabotaï, si nous on était passé par ce buisson ardent qui ne se consume pas, on aurait fait quoi? Comment? Ah, on aurait fait un selfie. Ouais, pas mal, ouais, j'avais oublié le... On va dire Alors, c'est Bia. il dit un selfie, quoi d'autre? What else? Quoi? Rabotaï, d'abord, moi quand je vois du feu, je m'éloigne. S'il y a une habitation, je vais appeler les pompiers. Mais si c'est juste comme ça dans la brousse, je vois un feu, je préfère m'éloigner. Donc déjà, bizarre qu'il s'approche. Deuxième chose, Rabotaï, deuxième chose. Il y a une expérience qui a été faite chez les psychologues pour tester justement ce qu'on va appeler la virginité de notre regard. Ils distribuent à des enfants de 7-8 ans des cartes qu'ils doivent nommer. Ok? As de pique, valet de cœur, roi de carreau, blablabla. Bon. Et en fait, ils ont biaisé une carte. Ça veut dire que le 3 de cœur, par exemple, il y a marqué 3 cœurs dans les deux extrémités, mais il n'y a que 2 cœurs. Ok, c'est une carte biaisée. Quoi, personne ne sait tricher ici ou quoi? C'est comme complètement... Ok, donc c'est une carte biaisée, ok? Donc Et ils demandent aux enfants de faire défiler. Donc il est, et ils disent en fait que les enfants vont soit dire 2 de cœur, soit dire 3 de cœur. Mais il n'y a personne qui dit ah, il y a un bug. Okay. Ça veut dire qu'en fait, on ne voit dans la vie que ce qu'on s'attend à voir. Vous comprenez pas? On a une vision qui est toujours biaisée par un scénario préprogrammé. Toujours. Conditionnement. On voit ce On est qu'on veut conditionné. voir. Exactement. Exactement. Maintenant, Moshe Rabbeinu, je vais vous dire la chose suivante. Pour pouvoir repérer que le buisson ne brûle pas, il faut rester un certain laps de temps. Vous comprenez ou pas? Tu vois des flammes. Tu t'es déjà posé une question dans ton barbecue sur la fonction qui régit la disparition de tes bûches de bois en fonction du temps? Jamais. T'es pas en train d'analyser, attends 2 secondes, est-ce que il y a vraiment, ça brûle bien ou ça brûle... Non, ça brûle point barre. Ça brûlera et puis c'est tout, ça va. Pour que Moshe Rabbeinu soit capable d'être sensible à ce miracle, ce phénomène paranormal, c'est quand Moshe Rabbeinu vit, il a 80 ans pourtant, il est en permanence en train de se laisser pénétrer par la vie nouvelle. Il n'y a rien qui va de soi. Il n'y a pas de... Il y a aucune physique, il n'y a rien du tout. Je suis sans arrêt en train de me laisser perforer par la pulsation de l'existence de Dieu. Ça, c'est la puissance de Moshe. Il ouvre les yeux en permanence. C'est ce qui lui permet, quelque part, de ne pas être engoncé dans un système. Il est hors système parce que lui, sa vie, c'est une vie qui est totalement vierge. Et dans la vie, il avance, il voit quelque chose qui est injuste, il gère tout de suite. Il n'est pas dans un calcul. Oui, mais attention, c'est dommage, je risque de perdre un petit peu toute ma sphère d'influence. Non, le bonhomme avance droit dans ses bottes. Ça, c'est la puissance de Moshe. Je m'arrête là, les amis. D'accord.